C'est parti, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur la thématique du suivi d'une athlète fitness en prépa compétition avec Thomas Riff et Vincent qui est coach et qui a fait également du suivi. Donc au programme de ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets, notamment l'intégration du suivi par impédance-métrie, du suivi de composition corporelle dans le suivi diététique et sportif. On verra également les indicateurs à suivre au niveau de la masse musculaire, de la masse grasse, peut-être aussi de l'angle de phase, on verra l'hydratation et les clés et toutes les contraintes pour une préparation en période de compétition. Donc, c'est une préparation et un suivi qui s'est déroulé sur plusieurs mois, qui a été fait par Thomas. Et Thomas va vraiment faire un partage d'expérience, un partage d'informations de terrain avec des données réelles et tous les cas pratiques que vous pourrez réutiliser dans vos suivis au quotidien. Thomas, bonjour. Bonjour Vincent, je vous laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous recevoir, Elodie, pour faire ce webinaire, hein. Ce n'est pas le premier qu'on réalise C'est pas ensemble, le mais c'est premier. toujours, voilà, c'est toujours très intéressant de partager un peu un retour pratique. On en avait déjà fait un sur le suivi d'une équipe de compétition avec le Biodi Expert et on en avait fait un autre aussi sur un focus sur l'hydratation. Le cas pratique d'aujourd'hui, donc le webinaire d'aujourd'hui va porter sur un cas pratique sur le suivi d'une athlète de haut niveau qu'on a fait à deux avec Vincent qui est avec nous. On va chacun se présenter à notre tour de rôle. Mais donc Vincent est préparateur physique, coach, préparateur mental aussi, et est venu me solliciter au cabinet pour la prise en charge d'une athlète qui s'appelle Carole Bouquet. Je laisserai aussi le soin à Vincent de se présenter. Donc ça va être un peu le sujet de notre thématique du jour. Donc voici un petit peu les grands points, les grands axes qu'on va voir pour ce webinaire. On va tout d'abord un petit peu se présenter, hein, parce que vu qu'on a été deux pour effectuer cette prise en charge, le but c'est de comprendre un petit peu plus quels sont nos champs de compétences, quelle est notre pratique à Vincent et à moi. Ensuite, on fera bien sûr la présentation donc, de l'athlète, de Carole, et du cas pratique d'aujourd'hui, voir qu'est-ce qui va nous intéresser à aller observer d'un point de vue impédance métrique. Donc pour cela, on verra ensemble différents paramètres, quelle interprétation on en a fait, quelle a été l'utilité sur cette prise en charge donc, de cet athlète de haut niveau. Et le but de ce webinaire aussi, ça va être dans une dernière partie d'ouvrir un petit peu plus et d'expliquer comment le Biodi Expert il peut être un outil à intégrer parmi d'autres dans la prise en charge d'athlètes de haut niveau, hein. Donc, comment il s'intègre dans une prise en charge pluridisciplinaire et plurimatérielle. Donc, pour commencer, un petit peu de présentation. Donc, moi, je suis Thomas Riff. Je suis consultant en nutrition et performance. Donc, j'ai différents diplômes à mon actif, notamment en nutrition et en spécialisation en nutrition du sport. J'ai une double casquette de consultant et d'enseignant en réalité. Côté consultation, je reçois dans un cabinet de santé sur Montpellier, mais aussi beaucoup de suivi à distance maintenant avec les athlètes qui doivent être mobiles, qui ne sont pas toujours sur le même endroit. Je m'occupe en sport du niveau amateur jusqu'au niveau olympique et avec tout profil d'athlète. Je fais beaucoup de nageurs, mais aussi du sportif d'endurance, de force, du sport collectif ou même plus récemment de l'e-sport, comme il se fait beaucoup. Si vous avez des questions suite à ce webinaire, vous pouvez me les poser directement sur mon mail que je vous ai communiqué, mais vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je partage 3 à 4 fois par semaine des vidéos, des conseils, un peu mon expérience et mon retour pratique, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je vais laisser maintenant la parole à mon ami Vincent, qui va pouvoir donc se présenter en quelques mots. Vincent, je te laisse. Bonjour à tous. Déjà, merci de l'invitation. C'est un plaisir de partager un petit peu l'histoire de Carole, sa préparation et ses compétitions avec vous tous. Donc moi, pour ma part, moi je suis Vincent Youssef. Je suis un préparateur physique et préparateur mental. Donc j'ai deux spécialités qui sont plus soit la perte de poids extrême, soit la préparation compétition, et notamment en bodybuilding, parce que j'ai une certaine expérience de plus de 10 ans dans ce domaine-là, que ce soit moi personnellement en tant qu'athlète ou
bien sûr, en accompagnant des athlètes, notamment très souvent vers leur première compétition, leur première expérience en compétition en bodybuilding. Voilà, et puis voilà, sinon j'ai un background, moi, plus militaire. Voilà, j'étais militaire pendant plus de 15 ans. J'ai pu toucher justement tout ce qui était préparation physique, préparation mentale plutôt à haut niveau, parce que j'ai fini ma carrière en antenne GIGN. Et puis, à la suite de tout ça, j'ai toujours été passionné par le coaching, l'accompagnement, la performance. Et donc, j'en ai fait mon métier à plein temps aujourd'hui. Voilà, et donc je suis vraiment ravi de partager ce petit moment avec vous. Et puis, voilà, de partager l'expérience qu'on a eue grâce justement à la combinaison entre deux expertises, hein, notamment une expertise plus en macro-micronutrition pour Thomas, et puis moi plus tout ce qui est préparation physique et aussi la nutrition sur l'aspect plus bodybuilding. Donc voilà, donc c'est super intéressant de voir là ces deux profils qui avancent dans le même cadre et qui sont là pour vraiment la performance d'un athlète, et donc d'avoir des données très précises. Donc c'est ça qu'on va voir juste après. Super. Bah, écoute, merci Vincent pour ta présentation. On va pouvoir avancer sur nos diapos. Je vais te dire, c'est Vincent qui va nous présenter un petit peu le cas de Carole. Je prendrai un peu la parole sur la diapo suivante pour expliquer un peu la méthodologie de prise en charge que l'on a construit tous les deux. Mais vu que c'est Vincent qui a rencontré Carole et qui s'en est occupé au jour le jour, je vais lui laisser le soin de nous présenter un petit peu son profil, qui est donc du coup notre cas pratique du jour. Ouais, donc Carole, 47 ans. Donc déjà, c'est un élément à prendre en compte qui est assez important par rapport à son âge. C'est une femme qui était plutôt sportive, mais vraiment plus sur un travail on va dire, elle nageait à peu près 2-3 fois par semaine, de façon plus loisir, hein, elle ne faisait pas de compétition ni rien, mais elle avait déjà un bon niveau en natation étant jeune. Et puis, elle avait un petit peu de poids à perdre, donc elle m'a contacté à la base juste pour perdre un peu de poids, remettre un peu de sport dans sa vie, un peu plus de sens, retrouver un physique qu'elle apprécie plus, regagner en confiance. Donc, on a travaillé sur ça pendant un peu plus de 3 mois. Et puis, puis là, on a vu qu'elle avait un certain potentiel, notamment dès qu'on a commencé la musculation vraiment avec des belles charges. On a vu tout de suite que son physique a beaucoup réagi. Et donc, de là, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Est-ce que ça t'intéresse de te préparer pour une compétition? Et puis, un an après, on faisait déjà notre première compétition où elle a quasiment tout gagné. On l'a fait championne de France, championne d'Europe dans sa catégorie. Donc, on était très ravis, mais on avait quand même quelques petits réglages encore à travailler. Voilà, parce que chaque performance, c'est bien, mais il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est là, sur la deuxième préparation, où j'ai fait appel à Thomas pour qu'il m'apporte son expertise, notamment tout ce qui est sur la complémentation. Parce que là, au niveau complémentation, j'étais trop limité au niveau de mes connaissances, et je me suis dit, je vais demander à Thomas, voilà, vraiment qu'on suive cet athlète de A à Z pour optimiser ses performances, notamment sa rétention d'eau, ses performances à l'entraînement. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'ajoute des choses par rapport à Carole, ou si j'ai fait à peu près le tour. Voilà, à Non, savoir que c'était plutôt une débutante, c'était vraiment une débutante en musculation, hein. Quand je l'ai connue, elle était vraiment débutante. Et quand Thomas a commencé à la prendre en charge, elle avait un peu plus d'un an d'expérience en musculation avec moi, donc vraiment en coaching privé, etc. Donc, elle avait quand même une bonne expérience, mais un an, c'est vraiment le début d'une pratique, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en un an, on a réussi à atteindre un très, très beau physique. Et puis, voilà. Puis maintenant, sur la deuxième saison, c'est là où on a travaillé avec Thomas main dans la main pour atteindre le meilleur niveau possible. c'est ça, hein. Donc, sur les données clés pour Carole, on avait quand même une femme avec un passé de sportive, une prise en charge très récente en musculation et un patrimoine génétique quand même plutôt hors du commun. Donc, elle avait un peu tous les paramètres, les planètes plutôt alignées pour faire de la préparation en compétition. Donc, Vincent est venu me voir au cabinet 5 mois avant la compétition. Donc, on a eu une phase de 5 mois de préparation sur la période de déficit calorique, hein. Donc, toutes les données qu'on va analyser et interpréter sont sur cette période de déficit calorique pour préparer à la compétition
de bodybuilding. Et vous avez bien sûr là sur le côté une photo de Carole on stage, vraiment le jour J. Donc on peut voir que pour une femme de 47 ans, on est arrivé à un résultat très, très dessiné, vraiment à un haut niveau de performance. Avant de présenter vraiment les données impédance métrique, où j'ai fait un tableau qui va reprendre mesure après mesure quelles sont les différentes datas pour avoir vraiment un vue d'ensemble de ces données de composition corporelle, c'est de comprendre un petit peu comment on a fonctionné avec Vincent en termes d'action. Donc, on avait un objectif, et l'objectif principal, c'est la préparation donc, à la compétition de bodybuilding. Mais pour arriver à cela, nous avions défini des objectifs spécifiques. Le but étant de faire une perte de masse grasse, mais surtout en visant un maintien de la masse musculaire. C'est vraiment les deux objectifs sur la préparation d'une compétition de fitness. Suite à cela, nous avons mis en place des actions pour arriver à ces objectifs. D'un côté, ce qui a été géré par Vincent, donc une alimentation personnalisée avec un plan alimentaire qui a été fait avec un certain nombre de calories, de protéines, de glucides, de lipides. Tout ce plan de préparation, on vous l'a mis dans une diapo après. Vincent vous présentera cela. Donc, vous verrez un petit peu l'étendue d'une préparation, donc d'un côté macronutriments pour une préparation de fitness. Et de mon côté, donc j'ai mis en place une complémentation alimentaire. Car même si l'assiette doit être au centre un maximum, je dirais, dans une prise en charge, quand là, on est dans une préparation de fitness, on est dans des cas extrêmes où les calories sont très basses, avec beaucoup de charges d'entraînement, on se doute bien que l'assiette ne devient plus suffisante pour couvrir ses besoins en vitamines et minéraux, et même qu'on a besoin d'autres levées d'action, notamment en phytothérapie et autres, pour optimiser la récupération, le sommeil, etc. Donc, deux grandes actions pour arriver à ces objectifs spécifiques, l'alimentation et la complémentation alimentaire. Mais le but, c'est de ne pas s'arrêter là. Le but, c'est de comment faire pour pouvoir contrôler, pour avoir un retour sur ce que l'on fait. Sur l'aspect macronutritionnel, composition corporelle, on a donc l'impédance-métrie, qui est le sujet principal de notre webinaire d'aujourd'hui, qui nous permet donc du coup d'avoir un véritable contrôle sur ce qui est fait au niveau du plan alimentaire et qui nous permet donc d'en faire un feedback en fonction de l'évolution des données. On va pouvoir ajuster ce plan alimentaire. Mais de l'autre côté, on a aussi des moyens de pouvoir contrôler ce qui est mis en place en complémentation alimentaire. Je vous ai aussi préparé quelques diapos. Le but, comme on a dit sur ce webinaire, c'est d'aller ouvrir un petit peu l'expertise pour montrer comment l'impédance-métrie peut s'intégrer dans un ensemble d'outils à des fins de performance. Donc, on verra. Je vous ai mis les résultats de bilan biologique, le résultat de prise de sang de Carole, qui a accepté, bien sûr, qu'elle soit nommée, que l'on présente ces données. Tout ça a été bien sûr, elle nous a permis de montrer ces données. Et on verra aussi comment ces éléments sont interdépendants. On verra comment l'impédance-métrie peut influencer la prise de décision sur des bilans sanguins. On va apprendre au fur et à mesure de ce webinaire et notamment sur cette conclusion, comment placer au centre le Biodie Expert dans un schéma de décision de performance pour le sportif. Donc, je vais laisser la parole à Vincent qui va pouvoir nous présenter quel programme il a mis en place donc, avec Carole sur cette présentation. Voilà, Vincent, je te laisse nous présenter un petit peu les grandes tendances, les grandes lignes de ce que tu as fait d'un point de vue prépa physique et nutrition, du coup, avec Carole. Oui, donc on va essayer d'être assez court sur ce domaine-là, mais c'est pour vous donner surtout les grandes lignes d'une préparation. Donc, il y a plusieurs cycles. Donc, on a commencé la sèche, ce qu'on appelle la phase de sèche. C'est là où on a commencé d'ailleurs avec Thomas en même temps. Et au moment de la sèche, on a mis en place le travail ensemble. Et donc, on a commencé moi, j'ai commencé par un premier cycle donc, qui a duré à peu près 6 semaines, un peu moins de 6 semaines, où on a commencé à mettre un gros déficit calorique. Donc, en amont, on avait commencé à baisser petit à petit. Et on a atteint à peu près 1750 cales au début janvier. Donc 1750 calories jour, sachant qu'elle fait 1m73, donc c'est déjà. Et qu'elle a un gros volume d'entraînement, notamment 5 entraînements semaine d'au moins 1h30, plus un cardio. Donc c'est vrai qu'au niveau calories, on n'est pas beaucoup, on n'est pas très élevé, on est vraiment sur un début de sèche. Mais je la connaissais très bien, je savais qu'à ce nombre de calories jour, elle commençait à perdre du gras. Elle gardait une bonne énergie, elle gardait des bonnes perfs à la salle, elle continuait même à augmenter son volume au niveau musculaire. Donc, voilà, vu la connaissance
bien, on a repris un petit peu les données qu'on avait sur la première préparation. Voilà, donc là, vous pouvez voir quand même qu'en termes de glucides, on est quand même plutôt déjà bas, hein. On a autant que les protéines. Donc les protéines, elles tournaient un peu plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Et puis voilà, pour les glucides, on était déjà assez bas. Et puis toujours maintenir un taux lipidique assez élevé pour notamment tout ce qui est hormonal. Hyper important là, dans les débuts de sèche. Donc ensuite, on a parti plus sur un cycle 2 où on est resté à peu près sur le même volume d'entraînement, mais on a continué à baisser un petit peu les calories. Donc même si c'est que 50 calories, je vous dis 50 calories, c'est énorme pour une athlète à ce niveau-là. Donc elle n'a pas trop elle senti la différence au niveau des performances. C'est pour ça qu'on a pu continuer à baisser jusqu'au cycle 3, où là, elle avait déjà commencé à bien enlever une certaine masse grasse. On commençait à avoir des. D'ailleurs, il vous montrera les données, Thomas, mais déjà, on commençait déjà à bien descendre. Donc c'était super intéressant et on maintenait une bonne masse musculaire, donc c'était parfait. Et là, on attaquait sur le cycle 3 une diète un peu plus spécifique parce qu'on a vu qu'elle arrivait comme un espèce de plateau où on voyait que les résultats étaient un petit peu moins probants de semaine en semaine. Et donc là, je suis parti plus sur une diète cyclique où en fait, elle avait des jours hauts en glucides, les jours d'entraînement, notamment sur le bas du corps, parce que c'est là où elle était le plus en retard musculairement. C'est là où il fallait qu'on prenne le plus fallait que là qu'on mette le plus de volume d'entraînement sur le bas du corps, donc forcément il fallait qu'elle mange un peu plus pour pouvoir pousser le plus possible à la salle. Et puis des jours bas plus sur le haut du corps, parce qu'elle avait déjà un haut du corps très développé, notamment dû à ses entraînements en natation. C'est-à-dire dès que je l'ai fait un peu travailler sur le haut du corps, c'est une petite aparté, mais c'est là où j'ai vu le potentiel tout de suite. Les épaules, le dos est tout de suite ressorti. Tout de suite, elle a créé une masse musculaire assez importante. Donc, le haut du corps n'était pas la priorité sur la préparation. Donc, on a fait les jours bas à ce moment-là. Voilà. Puis ensuite, on atteint à peu près le dernier cycle avant la première compétition qu'on a faite, où là, c'est tout ce qu'on appelle le peak week, où en fait, on décharge complètement en glycogène le corps et puis on recharge beaucoup pour pouvoir avoir cet effet vraiment plein, ces muscles pleins. Et là, pendant toute la décharge, elle était à peu près à 1400 calories jour, 1450 calories jour, avec très faible en glucides. Et on maintient un haut potentiel au niveau protéines. Voilà. Et là, par contre, c'était là, au niveau de l'entraînement, c'était beaucoup plus de volume, notamment en termes de cardio. Voilà. Et puis là, juste après, la fameuse décharge pure, juste avant, quelques jours avant la compétition, où là, elle tournait à peu près à 1350 calories cal. Voilà. Donc, et là, elle a fait sa compétition. Et là, par contre, les recharges, là, vous avez quelques données, hein, Alors, c'est à titre indicatif, les données, parce que ça se fait vraiment au jour le jour, les préparations bodybuilding, pour ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tous les jours, on regardait sa condition et tous les jours, des fois, on modifiait la nutrition en fonction de son aspect physique, parce que les derniers jours sont primordiaux. Voilà, et puis là, ça vous donne un peu une idée au niveau calories, au niveau des recharges, 2530 calories et 2000 calories le jour de la compétition, c'est-à-dire qu'elle était déjà bien rechargée le vendredi, et donc le samedi, c'était plus un maintien d'un bon taux de glycogène dans le corps pour pouvoir, et aussi de pouvoir aspirer le maximum d'eau du corps, hein, parce que comme vous le savez, dès qu'on consomme dès qu'on met du glycogène, hein, et ben forcément, ça aspire aussi de l'eau, ça demande de l'eau pour pouvoir stocker le glycogène. Et donc, c'est le fameux protocole qui permet d'arriver sur scène très sec et avec très, très peu d'eau sous-cutanée, notamment. Voilà, et au final, on a fini deuxième place, France, en fitness model à FBBN. Donc ça, c'est une autre fédération qu'on avait fait par rapport à la première saison, où c'était une fédération avec un niveau beaucoup plus élevé. Donc, on est allé chercher beaucoup plus de niveaux. Et là, on a fini deuxième, donc quand même plutôt content de cette place. Et très content, par contre, de la condition qu'a atteint Carole ce jour-là. Voilà. Ok, eh ben, écoute, merci Vincent pour ce descriptif. Donc, globalement, à travers la semaine, on a les calories qui ont été baissées et la quantité de cardio qui a été augmentée, hein. Donc, le but, c'est de voir maintenant d'un point de vue composition corporelle, analyse, impédance métrique, comment le corps a répondu et quels sont les indicateurs que l'on va pouvoir analyser. Je vous ai mis tout d'abord donc l'interface de chez eBiodi,
qui nous permet quand même, c'est très bien d'avoir un élément un peu visuel de comment s'est préparée la préparation physique. Hein. Donc, on a eu un ensemble de 8 mesures. Sur les prochaines diapos, vous verrez que les mesures vont jusqu'au 4 juin parce qu'il y avait potentiellement une autre compétition qui se faisait. Donc, on a eu vraiment 5 mois de suivi. Quel total on a eu sur ce suivi? Donc, on voit qu'il y a eu une diminution du poids total de 3,50 kg, mais surtout en masse grasse brute, donc vraiment en pure masse grasse, 5 kg qui ont été perdus, ce qui est énorme hein, sur une phase de préparation pour un athlète qui était déjà pas très gras, entre guillemets, à la base. On a eu une augmentation de l'eau totale de près de 2 litres et une perte en masse sèche d'environ un demi-kilo. Donc, le but, ça va être maintenant sur les diapos suivantes d'interpréter ensemble ces données et de donner les explications physiologiques de ces données. Notamment, on peut voir sur notre courbe qu'en milieu de préparation, il y a eu une augmentation de l'eau totale avec une stagnation de la masse grasse, une très faible diminution, donc une augmentation de l'eau et une stagnation au niveau de la masse grasse. Et après, quelque chose qui est revenu à la tendance inverse. Et le but, ça va être aussi de pouvoir expliquer pourquoi on a ce rebond d'hydratation en milieu de préparation, pourquoi on a eu des difficultés sur la perte de masse grasse. Hein. Donc, on va voir que l'analyse impédance métrique nous permet de mettre en avant et de comprendre comment un athlète répond physiologiquement à un programme d'entraînement. Donc, on verra que l'impédance métrie, ce n'est pas juste un outil de mesure à un instant T, mais que l'évolution des paramètres va nous présenter le profil physiologique d'un athlète sur une préparation physique spécifique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sorti les données les plus importantes que l'on va traiter aujourd'hui, toutes sous forme sur un tableau récapitulatif, ce qui nous permet d'avoir une vision très transversale sur les données de préparation. Donc, nous avons le poids, la masse grasse, en masse grasse brute, du coup, la masse musculaire, la masse sèche hors graisse et l'eau totale. De la première donnée jusqu'à la dernière donnée. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? On l'avait déjà vu, mais on a vraiment eu une forte diminution de masse grasse. Donc, l'objectif, un de nos 2 objectifs spécifiques étant la perte de masse grasse avant compétition, mais cet objectif a été remporté. Moins 5 kg en 5 mois. OK. Côté masse musculaire maintenant, l'objectif, c'était d'avoir une préservation de cette masse musculaire parce que ce qu'on sait, c'est que quand on va manger très peu de calories et sur une préparation du bodybuilding, mais ce qu'on veut, c'est limiter la perte de masse musculaire. Or, on a eu le phénomène inverse. On n'a pas eu de perte sur la masse musculaire, mais on a eu une augmentation de près de 1,6 kg en plus. Donc, le but, on va essayer d'expliquer ensemble pourquoi. Pourquoi physiologiquement, là où on s'attendait à perdre la masse musculaire, il y a eu une augmentation. Derrière, on étudie un petit peu côté masse sèche, donc vraiment les protéines contenues dans le corps et les minéraux. Donc, on peut voir qu'on a eu une légère perte de masse sèche, donc ce qui reste acceptable. Mais par contre, on a un petit peu un point critique où en l'espace de 8 jours, on a eu quasiment 350 grammes de perte en masse sèche, ce qui est très important. Donc, on va expliquer ce que ça reflète et qu'est-ce que ça nous a permis d'adapter dans la prise en charge. Hein. Le but, comme on a dit, de l'impédance métrie, c'est d'avoir une mesure, mais de nous pouvoir faire un contrôle, un feedback sur ce qui est fait côté alimentaire et complémentation alimentaire. Et donc aussi, sur notre eau totale, on a observé quasiment plus de 2,5 litres de prise sur la préparation, alors qu'en général, on pourrait croire que sur une préparation en bodybuilding, on va perdre sur cette eau totale parce qu'on va donner à notre corps moins de calories que ce qu'il a besoin, donc moins de glucides. Donc, il y aura moins de glycogène dans le corps qui est attaché à l'eau. Le but, c'est d'expliquer pourquoi alors cette eau totale est montée. Hein. Donc, on va passer à la partie analyse de données. On va passer tuile par tuile et essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on a obtenu ces données, quelles sont les tendances physiologiques de l'athlète. Premier élément sur lequel on va s'intéresser, c'est sur la masse musculaire. Donc, comme on l'a dit, on a eu un delta de plus 1,5 kg environ entre le début mesure 1 et la fin de la préparation mesure 8. Donc, on s'est dit, bon, normalement, sur une préparation en bodybuilding, on essaye de limiter la casse. Là, il y a eu 1,5 kg de pris. Quelle interprétation? Comment interpréter cette donnée? Donc, j'ai fait ici en bas à droite un rappel de données de base en impédance métrie. C'est que la variation de notre masse musculaire
elle est dépendante de 2 autres données. Elle est dépendante de la variation de l'eau totale dans le corps et de la variation de la masse sèche. Si j'essaye de résumer un petit peu, mon muscle, c'est de l'eau et c'est des protéines. Donc, si j'ai une variation de masse musculaire, j'ai besoin d'aller voir ces autres tuiles pour avoir un niveau d'interprétation un peu plus fin. Donc, quand j'ai une variation de masse musculaire, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je me dois, en tant qu'analyseur d'impédance métrie, d'aller chercher est-ce que c'est lié à un mouvement d'eau, est-ce que c'est lié à un mouvement de masse sèche ou les deux. Donc, on sait qu'on a gagné de la masse musculaire, mais on comprend qu'il faut aller un peu plus loin dans l'observation des tuiles pour avoir l'interprétation physiologique. Ce que nous allons faire donc dès maintenant. On va s'intéresser à la masse sèche. Okay, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'entre la première mesure et la 8e mesure, on a eu une perte de masse sèche. On a eu un demi-kilo de perte. Donc, on pourrait se dire, bon, ben, c'est quand même un pari plutôt bien remporté. Ça veut dire qu'en protéines et minéraux, entre début et fin de préparation, malgré un gros déficit calorique, un gros volume d'entraînement et un gros volume de cardio, on n'a eu que 500 grammes de perdu en masse sèche. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif. Mais comme on a dit, on a eu quand même en 8 jours, entre le 2 mai et le 10 mai, on a eu une perte de 350 grammes sur cette masse sèche. Qu'est-ce que ça nous dit et quel feedback, quel contrôle on fait sur le plan mis en place? Mais ça veut dire qu'on a diminué les calories, on a augmenté le cardio jusqu'à un point où on s'est dit, ben voilà, là, on a eu en espace de 10 jours, on a perdu 300 grammes sur cette masse sèche. Ça veut dire qu'on a atteint la limite physiologique chez cet athlète. Vous voyez, la conformation avec 1450 calories, 5 fois 90 minutes de musculation et cardio tous les jours, c'est notre limite physiologique. Si je dépasse ça, ben, je commence à trop taper dans ma masse sèche, je risque de diminuer ma masse musculaire et je ne suis plus sur mon objectif principal. Oui, je continue à perdre de la masse grasse, mais si je perds trop de masse grasse et que ça me fait aller avec un volume calorique trop bas, trop tapé dans la masse sèche, ce n'est plus intéressant à des fins de performance. Et ça, c'est pour vous expliquer que avec un impédance mètre, ça va nous permettre, et je l'explique sur la diapo suivante, de dépasser un cadre théorique. L'impédance métrie permet d'avoir une réalité pratique et je m'explique. Quand on fait une approche nutritionnelle standard, uniquement en se basant sur des calculs, en calculant le métabolisme de base, la dépense énergétique journalière, etc., si on reste sur des calculs purement théoriques, jamais on ne donnerait à une athlète que 1400 à 1700 calories sur 5 mois avec autant d'entraînement et autant de cardio. Hein, d'un point de vue théorique, la nutrition standard de base est la suivante. Eh ben, c'est sûr que je vais énormément perdre de muscle si je me mets dans cette conformation. Or, ici, nous avons un outil qui nous permet d'avoir une mesure réelle. Et la preuve en est qu'avec l'utilisation de cette impédance mètre, eh ben, on a pu se placer à la limite physiologique de l'athlète. On a pu donc individualiser la prise en charge. Là où pour une autre athlète, on aurait peut-être eu un rappel à l'ordre beaucoup plus tôt, avec des calories plus hautes et moins de cardio, eh ben, dans le cas de Carole, on a pu savoir à quel moment on ne devait pas aller plus bas. Donc, on a pu faire une hyper individualisation de la prise en charge grâce à l'impédance métrie. Donc, point supplémentaire d'intérêt d'utiliser un impédance mètre pour des préparations physiques, notamment en fitness. Je peux me placer à la limite physiologique et dépasser un cadre théorique. Okay, je vais laisser Vincent quelques instants peut-être nous débriefer, nous donner un peu un rapport, une vision pratico-pratique de terrain sur ce qu'on vient de dire. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que d'habitude, en préparation classique en bodybuilding, on va se fier à 2 choses principales. C'est l'aspect physique, c'est-à-dire de voir l'athlète en maillot de scène, par exemple. Et là, avec l'expérience, on arrive quand même à comprendre comment est-ce que le corps il réagit. Est-ce qu'il fait de la rétention d'eau? Est-ce qu'on voit qu'il perd du volume? Est-ce qu'on voit qu'elle s'aplatit au niveau musculaire, au niveau volume à cause du glycogène? On voit aussi, bien sûr, si tout simplement son physique continue à se développer musculairement. Enfin, tout ça, on peut le voir déjà de façon visuelle. Mais c'est vrai que ça reste quand même une interprétation et ça reste quelque chose qui est juste face à une interprétation.
L'avantage de l'impédance-métrie, là, comme ce que dit Thomas, c'est que ça permettait de, moi, ce que je voyais, OK, on avait des données grâce à l'impédance-métrie, et grâce à ça, ça m'aidait en fait à la prise de décision. Parce que sur ce genre de cas d'athlètes en bodybuilding, par exemple, notamment en bodybuilding, c'est que ça demande tellement une expertise au millimètre près et qu'on a des prises de décision des fois à faire tous les jours, sur les derniers jours de préparation, augmenter les calories, ou baisser, augmenter les glucides, baisser, etc. Donc en fait, il y a tout ça qui est un gros travail, si vous voulez, sur les derniers jours. Bah là, le fait d'avoir les données impédance métrique, ça m'a permis en fait de prendre des décisions, de prendre d'autres décisions, de prendre en ayant plus de données que juste l'aspect physique, les mensurations aussi par exemple, mais aussi toutes les données impédance métrique. Donc c'est ça qui était très intéressant dans la prise en charge de cet athlète, d'avoir des données supplémentaires à la prise de décision. Voilà. Donc la masse sèche, c'est une des données primordiales à aller regarder lors d'une période de déficit calorique pour une préparation à une compétition. Et de l'avoir, donc du coup, cette mesure impédance métrique nous permet de dépasser un cadre théorique et d'hyper-individualiser la pratique. Donc on a compris. Est-ce que tu peux juste remontrer la diapo juste avant? Juste pour encore avant, juste pour qu'ils comprennent l'avantage de l'impédance métrie. Remonte encore. Tu sais là où tu avais la masse grasse, remonte encore, je crois. Voilà. Vous voyez là le pic là, notamment sur l'eau, sur la masse grasse qui commençait à stabiliser. Cette phase-là, moi je l'ai vu sur le terrain où en fait on voyait que son physique changeait de moins en moins vite. Et je voyais qu'elle commençait un petit peu à se fatiguer parce que c'était le moment où on avait commencé à intégrer un haut volume de cardio. Et son corps, en fait, a mis pas mal de temps à s'adapter à cette nouvelle charge d'entraînement. Et on peut le voir tout de suite sur l'impédance métrie. Et ça a permis justement derrière moi de rétablir légèrement le volume, c'est-à-dire de rebaisser un tout petit peu le volume d'entraînement, ce qui a permis tout de suite de réenclencher la perte de masse grasse, la baisse de la rétention d'eau, etc. Oui, on aura une diapo sur ça pour revenir sur ce cas spécifique du milieu de préparation. On reviendra dessus, clairement. Okay, super. Donc, pour en revenir, donc notre masse musculaire, le but, c'est de le maintenir sur une préparation physique, mais on ne peut pas se fier juste à l'indicateur de masse musculaire. Il faut aller regarder un peu plus en profondeur les deux tuiles qui y sont associées. La masse sèche, qui a été relativement maintenue, mais on a eu une période où elle a été trop perdue. On a dit c'est notre limite physiologique. Donc, l'impédance-métrie a permis de se mettre à la limite physiologique. Et donc, le deuxième élément qui est intéressant à aller regarder, ça va être le côté du statut hydrique. On a dit le muscle, c'est des protéines et de l'eau, pour faire simple. Donc, les protéines ont été plutôt bien maintenues et on a pu se mettre à la limite physiologique quand on a vu qu'il y avait un peu trop de pertes. Et derrière, le but, c'est de voir comment l'eau a répondu et d'expliquer pourquoi. Donc, on a vu que entre le début de la prise en charge et la fin de la prise en charge, il y a eu 2,5 litres d'eau qui ont été accumulés dans le corps. Et ça peut paraître contre-intuitif par rapport à ce que l'on attend normalement sur cette période de déficit calorique et d'augmentation du volume d'entraînement. Donc, pour rappel, je vous ai remis les données qui sont dans le livret des indicateurs de eBody. L'eau totale, donc c'est toute l'eau contenue dans le corps. Et nous avons, je vous ai mis en dessous, les données d'équilibre hydrique, c'est-à-dire la répartition de cette eau totale entre les deux sous-compartiments que sont l'eau extracellulaire, ECW, pour extracellulaire water, et ICW, l'eau intracellulaire, intracellulaire water. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en prise en charge initiale, il y avait un équilibre hydrique parfait et une hydratation parfaite. Pas de déficit d'eau et quasiment un alignement entre l'extra et l'intracellulaire. Et quand on se retrouve en fin de préparation, on peut voir donc il y a eu une accumulation d'eau totale, plus 2,5 litres, mais le but, c'est de savoir où cette eau totale ça a été accumulée. Donc, on a eu un petit peu de pris en intracellulaire, mais surtout, on voit qu'il y a beaucoup qui a été pris en extracellulaire. On va expliquer maintenant pourquoi. Donc là, encore une fois, il y a une différence entre ce qu'on aurait attendu théoriquement chez l'athlète et sur ce qu'on a réellement observé. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi on a eu une observation réelle différente de la théorie attendue.
En général, sur une phase de préparation en fitness, on s'attend qu'il y ait donc on fait une diminution de l'apport de calories et notamment de glucides. Et quand on diminue les calories et les glucides, il y a moins d'eau qui est retenue dans le corps, hein. Les glucides sont stockés dans les cellules sous forme de glycogène. Et le glycogène, pour se former, accroche de l'eau, hein. 3 grammes d'eau pour 1 gramme de glycogène. Donc, normalement, si je baisse les calories et les glucides, j'ai moins de glycogène dans mon corps et je vais perdre de l'eau, notamment de l'eau intracellulaire. Donc, l'eau totale aurait dû diminuer, entraînant une diminution du volume musculaire. Or, qu'est-ce que j'ai observé, moi, sur notre cas pratique, en faisant les mesures impédance métrique qui nous permettent du coup d'avoir un reflet de la réalité? J'ai eu une augmentation de l'eau totale et au niveau de la sous-compartimentation, je suis monté en extracellulaire, en intracellulaire et du coup, globalement, malgré ma petite perte en masse sèche, j'ai eu une augmentation du volume musculaire, ce qui est bénéfique parce que pour notre objectif de compétition en bodybuilding, on voulait baisser la masse grasse et au moins maintenir la masse musculaire. Là, on a eu un objectif qui a été dépassé, excusez-moi, parce qu'on a eu une augmentation du volume musculaire. La question, c'est comment c'est possible? Et là, en fait, c'est qu'on a eu un avantage, c'est les contraintes de la préparation fitness nous ont donné un avantage au regard de l'eau. Parce que quand je m'entraîne beaucoup, que je fais beaucoup de cardio, que j'ai un déficit calorique très important, je vais stresser, je vais induire un stress métabolique sur mon athlète. Le muscle va être inflammé, stressé. Donc, j'ai une augmentation du cortisol et une augmentation du cortisol et d'autres hormones comme l'aldostérone, peu importe. Et donc, j'ai eu une rétention de sel et d'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai eu mon volume extracellulaire qui est monté. Et j'ai eu aussi, parce qu'on a une athlète qui a été accompagnée d'un point de vue micronutritionnel par des compléments, de la boisson d'effort et qui a un bon statut génétique, j'ai conservé une bonne hydratation intracellulaire. Donc, l'explication de pourquoi j'ai eu une augmentation du volume d'eau au lieu de la diminution, c'est parce que quand on soumet l'organisme à un gros stress, il a une réaction de stress, d'inflammation qui va faire augmenter le volume d'eau, notamment en extracellulaire. Voilà une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'utiliser un impédance-mètre dans une phase de préparation, c'est qu'on peut avoir réellement un reflet de la physiologie de l'athlète. Là où on aurait attendu théoriquement une diminution de l'eau totale, là on peut voir que la réponse au stress physiologique a fait une augmentation de cette eau totale, mais ce qui a été bénéfique chez l'athlète parce qu'on a eu une augmentation du volume musculaire. Donc voilà, premier élément, avec l'impédance-métrie, je peux me mettre à une limite physiologique et dépasser mon cadre théorique. Ça a été le cas de l'analyse de la masse sèche. Et je peux avoir un reflet réel de comment la physiologie de l'athlète est, même quand il va à l'encontre de ce qu'on aurait attendu théoriquement. Ça a été le cas de la mesure de l'eau totale sur cet athlète. Avant d'aller sur la dernière partie de ce webinaire, je voulais qu'on fasse un petit focus sur ce que tu as dit, Vincent. Je te laisserai la parole en fin de diapo, mais d'expliquer. On voit que je vous ai mis le screenshot du milieu de la préparation, donc entre la mesure 3 et la mesure 5. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, on a vraiment un rebond hydrique qui est très fort et ensuite qui a diminué. Et au niveau de la masse grasse, j'ai eu une période où j'ai eu très peu de pertes, hein, quasiment 300 grammes sur une grande période, hein, parce que les mesures initiales sont beaucoup plus espacées que les mesures finales. Donc, vous voyez, en 15 jours, perdre que 300 grammes de masse grasse en 15 jours, alors qu'on est dans une période où on a augmenté, c'est la période du cycle où il y a eu diminution des calories et augmentation du cardio. Normalement, on pourrait se dire, théoriquement, si je baisse les calories et que je monte le cardio, je vais au contraire perdre beaucoup de masse grasse. Et là, on a vu l'inverse. On a eu très peu de pertes en masse grasse, une rétention d'eau, et après, ça s'est diminué. On pourrait se dire, quand on voit l'historique, mais à quoi c'est dû, hein? Et encore une fois, l'impédance-métrie, ce n'est pas quelque chose qui est juste là pour faire des mesures ponctuelles. Le but, c'est de pouvoir tracer un historique sur une prise en charge et de pouvoir comprendre comment a évolué la physiologie de l'athlète. Donc là, le but, ce n'est pas juste de vous donner une observation, mais c'est de vous donner une réponse. Donc, pourquoi cet athlète, malgré une augmentation du cardio et une diminution des calories, elle a eu une stagnation sur la masse grasse et une prise au niveau de l'eau? C'est ce qu'on appelle, comme a dit Vincent, le phénomène de plateau.
On a eu une athlète où le corps a été mis en difficulté métabolique. Hein. Je baisse les calories, j'augmente le cardio. Donc, on a eu une perte de masse grasse ralentie entre M3 et M4. On a eu une rétention hydrique importante, plus 1,7 litres. Et c'est parce que le corps il s'est mis en résistance métabolique. On lui a mis une contrainte, on lui a mis une charge. Il s'est mis en état de résistance. Hein. Mon muscle, il est inflammé, c'est dur. J'augmente le cortisol, je fais de la rétention d'eau et je bloque le processus de lipolyse, donc de perte de masse grasse. Globalement, j'ai mis un stress supplémentaire à mon corps. Il s'est mis en phase de résistance. Donc là, après, Vincent va nous expliquer lui ce qu'il a fait en termes d'adaptation. Donc, j'ai une donnée impédance métrique. J'en fais le retour à Vincent. Lui, derrière, il va pouvoir adapter le programme. Il va vous dire ce qu'il a fait. Et avec donc cette mesure impédance métrique et l'adaptation du programme lié au feedback, on a pu aider le corps. Il a pu s'adapter. Hein. Donc, il y a eu une contrainte, il y a eu une phase de résistance. S'ensuit une phase d'adaptation physiologique. L'eau a pu diminuer et le processus de perte de masse grasse a été repris. On voyait entre la mesure 4 et la mesure 5, 15 jours après, là, on a reperdu 1 kg de masse grasse, alors que la conformation d'entraînement restait globalement, enfin, on était presque sur la même chose. Donc, c'est le but de dire, je mesure un phénomène en impédance métrie. Là, je sais a posteriori l'expliquer, c'est que mon corps, il a été dans une phase de résistance. Donc, c'est pour ça qu'il a monté en eau et il n'a pas perdu trop de masse grasse. Mais derrière, pour aider le corps à s'adapter, il a fallu adapter, du coup, un petit peu la phase d'entraînement. Donc, Vincent, dis-nous ce que tu as fait, toi, en réponse à ces mesures impédance métriques. Ouais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça s'est vu tout de suite sur le terrain concernant déjà ses performances à l'entraînement normalement, en fait, même si on est en baisse calorique, le but à l'entraînement pendant cette phase-là, c'est de maintenir le maximum de charge possible. Pourquoi? Pour maintenir un haut volume d'entraînement, surtout au niveau tonnage total de la séance. Donc forcément, essayer de soulever le plus lourd possible pour garder le maximum de masse musculaire possible pendant cette phase. Sauf que pendant cette période, justement, entre 2 et 3, entre M3 et M4, là, comme ce que tu as noté, en fait, ça s'est vu que ces charges d'entraînement ont arrêté d'augmenter, de progresser. Donc déjà, on a vu cette phase où sa performance commençait à se stabiliser et ne progressait plus. Et puis, physiquement, ça se voyait aussi qu'elle avait pas perdu plus de gras que ça comparé aux autres semaines juste avant cette phase-là. Et donc, c'était dû certainement à un trop gros volume d'entraînement, dû à la phase où vraiment il faut enlever le maximum de gras. Donc, à ce moment-là, moi j'ai fait, c'est que j'ai réadapté un petit peu le volume d'entraînement. Ou sur tous les. Bon, après, on rentre un peu dans le détail, mais c'est très rapide. C'est qu'en gros, toutes les zones de son corps musculairement qui étaient prêtes, c'est-à-dire au niveau volume et tout, j'ai baissé drastiquement le volume d'entraînement sur ces muscles-là pour se concentrer que sur ces points faibles. Et donc, en faisant ça, on a diminué un petit peu le volume d'entraînement de à peu près 20 à 30 minutes par jour. Et ça a suffi, en fait, pour tout de suite retrouver une perte de masse grasse et une perte d'eau aussi, notamment, parce qu'on avait vu qu'elle faisait un peu plus de rétention d'eau à ce moment-là, et ça se confirme sur les résultats de l'impédance métrie. Donc, ça a aidé encore une fois à cette prise de décision. On s'est dit, OK, on va réadapter le volume d'entraînement pour faire repartir la masse grasse vers le bas. Exactement. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre en avant, c'est cet intérêt du feedback. L'impédance métrie nous dit comment est l'athlète à un instant T. Il nous explique comment évolue sa physiologie sur des mesures répétées. Mais ça nous permet surtout d'avoir un rétrocontrôle sur ce qu'on fait côté plan alimentaire et micronutrition. Donc, un outil à la prise de décision, comme l'a bien verbalisé Vincent au début. On va rentrer dans la dernière partie de ce webinaire. Donc, comme je vous ai dit, le but au début, c'était de pouvoir mettre en avant certains processus physiques, physiologiques avec l'analyse de tuiles, de données impédance métrique comme on a fait avec masse musculaire, masse sèche, au total, équilibre hydrique, etc. Mais le but, c'est d'ouvrir un petit peu le débat sur cette fin de webinaire et de comprendre comment le BioDi Expert peut être utilisé comme un outil à intégrer dans une prise en charge globale de l'athlète. Donc, globalement, je suis un athlète ou je suis un préparateur physique ou un directeur sportif. Je veux que mes athlètes performent et j'ai à ma disposition
un panel large d'outils de mesure physiologiques que je peux utiliser. Alors là, j'en ai cité 4 parce que, par exemple, moi, c'est ce que je vois le plus avec les sportifs que j'accompagne, etc. Il y en a d'autres qui existent, bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire une liste exhaustive. Donc, je suis quelqu'un qui veut améliorer la performance de mes athlètes. Je dois avoir des outils de mesure de performance. Je peux utiliser une bague de sommeil pour voir si la récupération nocturne est bonne. Je peux utiliser l'impédance-métrie pour voir l'évolution des données de composition corporelle. Je peux utiliser, et c'est le petit focus qu'on va faire aujourd'hui pour vous faire toucher un peu du doigt ce que c'est la prise en charge à haut niveau. Donc, des bilans biologiques spécialisés, c'est-à-dire des analyses de sang spécialisées pour le sportif qui sont faits en labo privé. Et je peux utiliser aussi d'autres méthodes, comme par exemple des suivis de la variabilité de la fréquence cardiaque, donc qui se mesurent avec des cardiofréquencemètres et qui nous permettent d'avoir une mesure chiffrée de si l'athlète récupère bien ou pas le matin et de pouvoir faire de l'adaptation de charge d'entraînement. Donc, le but, c'est de voir comment le Biodie Expert s'intègre comme un outil parmi d'autres et quelle place il a. On fera une conclusion notamment sur ça, mais je voulais vous faire en 5 minutes, vous expliquer un petit peu l'intérêt des bilans biologiques spécialisés. Si on se souvient un peu des premières diapos du webinaire, pour nos objectifs spécifiques qui étaient la perte de masse grasse et le maintien de masse musculaire, on avait mis 2 grandes actions en place, le plan alimentaire, la complémentation alimentaire. Pour le contrôle du côté plan alimentaire et de la composition corporelle, nous avions l'impédance-métrie. Mais comme on a dit, pour faire le contrôle de ce qui est mis en place en complémentation alimentaire, on peut aller sur la thématique des bilans biologiques spécialisés. Donc, je vous ai mis sur les diapos d'après des résultats pour vous faire comprendre un petit peu plus. Mais pourquoi aller chercher, pourquoi faire des bilans biologiques, des bilans sanguins spécialisés chez l'athlète? Donc, on a sur l'entraînement 3 piliers qui ont été décrits précédemment. L'entraînement, l'alimentation, la complémentation alimentaire. Mais ce qu'on a dit, c'est que même si l'assiette, donc la gestion des macros, glucides, lipides, protéines, est quand même au centre d'une préparation, vu qu'on est sur des volumes très bas en calories, on ne peut plus couvrir tous nos besoins en vitamines, en minéraux, et surtout, vu qu'on est dans des très grandes contraintes à l'effort, on a besoin d'accompagner l'athlète pour l'aider à mieux dormir, pour que le système digestif soit au top, son immunité aussi. Donc, on rentre dans le domaine de la complémentation alimentaire et de la micronutrition. Donc, c'est bien d'avoir la connaissance théorique sur quel complément, à quel dosage donner à un athlète. Donc, c'est bien, il faut déjà avoir cette connaissance initiale, mais le but, c'est quel moyen de contrôle on a pour savoir si est-ce que ce que j'ai mis, c'est assez, c'est bien, etc. Donc, il faut bien avoir un outil de contrôle qui sont les bilans sanguins spécialisés. Donc, on va voir 2 résultats rapidement pour vous faire donc comprendre, toucher du doigt comment on a ce contrôle et ce feedback sur la complémentation alimentaire. Et je ferai le parallèle avec l'impédance-métrie. Vous verrez qu'il y a un lien entre les deux, dans l'outil notamment de prise de décision. Voici les résultats sur un bilan sanguin spécialisé du sportif. Donc là, on est sur un panel de vitamines et de minéraux donc chez Carole et quelques indicateurs de performance supplémentaires. Je vais passer rapidement et je vais essayer de vulgariser parce que le but, c'est de ne pas rentrer dans une description technique de la biologie sanguine, mais de faire comprendre pourquoi on fait les choses. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour chaque élément, il y a une norme de couleur et le bâtonnet qu'il y a dedans, est-ce qu'on est dans la norme, au-dessus ou en dessous? Donc, on peut voir que ce qui est en dessous, on avait pour cet athlète un déficit en zinc et en manganèse. Le manganèse, c'est un peu un artefact parce qu'il peut être variable d'une prise à l'autre. Il faut faire 2 mesures en général pour être sûr que ce soit un vrai déficit. Par contre, le zinc, on peut voir que l'athlète avait un déficit en zinc. Le zinc étant un minéral très important pour l'athlète, notamment pour l'anabolisme, la création de muscles. Donc, dans notre objectif spécifique, on voulait un maintien de la masse musculaire. Donc, c'est important que les paramètres physiologiques en lien avec cette masse musculaire soient bons. Donc là, on voyait qu'il y avait le zinc était un peu en déficit. Alors que chez cet athlète, on avait un multivitamine et minéraux qui contenait du zinc, une boisson d'effort qui contenait du zinc, et pourtant, on avait le zinc un peu bas. C'est ce qui montre que les besoins en lien avec une préparation si extrême, entre guillemets, font que les besoins de l'athlète sont beaucoup plus hauts, même avec une complémentation déjà en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un mono-ingrédient, un complément qui amenait que du zinc très concentré pour pouvoir pallier cette problématique. Encore une fois, on a pu dépasser un cadre théorique. Théoriquement, si j'ai une boisson d'effort et un multivitamine et minéraux qui contient du zinc, ça doit être suffisant. Or, non. La preuve par le sang, il a fallu monter un peu. Donc ça, c'est pour l'aspect interprétation vitamines et minéraux. Mais on a aussi des paramètres un peu plus poussés
sur la physiologie de l'athlète. On a notamment, pour faire brièvement, la CRP ultrasensible qui nous montrait qui est un marqueur d'inflammation de bas grade, qui est dans la norme. Donc, ça veut dire que malgré la charge d'entraînement, les faibles calories, on n'avait pas d'inflammation de bas grade de manière excessive. On n'avait pas un état inflammatoire généralisé sur l'athlète, ce qui est bien. Ça veut dire qu'on est dans le bon dans la préparation. Et on avait aussi les LDL oxydés qui nous montrent est-ce que les lipides dans l'organisme se font oxyder. C'est aussi un reflet du statut antioxydant. Bref, donc ça voulait dire que sur des marqueurs de performance pour le maintien de la masse musculaire, des marqueurs inflammatoires, d'antioxydants, on était bon. On avait un statut plutôt bon en vitamines et minéraux, mais il a fallu remonter le zinc. Un deuxième résultat d'interprétation avant d'arriver vers la conclusion de ce webinaire. Quand on fait un bilan sanguin du sportif, énormément de paramètres peuvent être testés, mais la base, c'est de tester un panel de vitamines et minéraux, quelques paramètres inflammatoires, et avoir surtout, ce qui est très intéressant, c'est un statut en acide gras. Donc, vous voyez, là où sur une prise de sang standard dans un labo de proximité, on va pouvoir tester le cholestérol et les triglycérides, 3-4 paramètres. Là, on va pouvoir avoir un panel très complet sur les acides gras. Là, on a tous les acides gras d'origine alimentaire, avec l'acide rhumanoïque, les produits laitiers, l'acide élanoïque, les sources d'huile végétale, etc. Donc, on peut savoir sur chaque source alimentaire, source de lipides, est-ce qu'on est dans le bon sur la consommation. Et surtout des paramètres importants au regard de la performance et notamment de l'inflammation. On sait que les oméga 3 ont un intérêt anti-inflammatoire chez l'athlète. Si j'ai un statut anti-inflammatoire qui est bon, ça veut dire qu'à chaque fois que je m'entraîne et que j'ai inflammé ma fibre musculaire, je vais pouvoir réparer cette inflammation et m'entraîner de nouveau sur un muscle totalement réparé. Si je m'entraîne sur un muscle totalement réparé jour après jour, je vais pouvoir construire du muscle ou alors maintenir au maximum le muscle et je vais éviter le catabolisme. Donc, le but d'aller chercher ça, c'est de voir est-ce que j'ai un frein, est-ce que j'ai un risque majoré sur le catabolisme. Et bien là, on peut voir que sur nos oméga 3, que sont l'EPA et le DHA, on était bon. Ça faisait 3 mois qu'on se complémentait. Les taux sont bons. Ce n'est pas le tout de se complémenter, c'est est-ce que l'organisme l'assimile bien, le stocke bien. Et on a une donnée très importante pour ceux qui sont un peu plus dans la nutrition. On parle souvent de la balance oméga 6, oméga 3, qui est un peu la balance entre les éléments pro-inflammatoires et anti-inflammatoires de l'organisme. L'objectif nutrithérapique ultime étant d'arriver sur un ratio de 2 sur 1, mais ça, on ne peut pas le savoir sur une approche standard de l'alimentation, c'est impossible, il faut le vérifier dans le sang. Et là, on avait cette athlète qui arrivait vers 2,3, donc très proche de cet objectif. Donc, on sait que cette athlète, elle avait les ressources anti-inflammatoires dans son organisme pour que le muscle soit préservé, protégé. La question, c'est maintenant, quel parallèle, quel lien je peux faire entre ces prises de sang spécialisées du sportif et l'impédance métrique, qui est quand même notre sujet principal? Eh bien, on va pouvoir l'appréhender sur les 2 dernières diapos. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que l'utilisation de la bioimpédance-métrie, elle n'est pas juste là, pour moi, en tout cas, dans ce que j'en vois dans la pratique, dans ce qu'on a fait avec Vincent ou même pour d'autres cas d'athlètes, l'impédance-mètre n'est pas juste là pour faire un contrôle sur la composition corporelle et faire un feedback sur le plan alimentaire. Il est là comme outil détecteur qui nous permet de faire une détection de problématiques physiologiques plus profondes. Avant d'aller faire des tests plus poussés, etc., c'est mon détecteur initial, c'est lui qui va pouvoir voir en amont. Je donne un exemple très concret. Si, dans le cas de Carole, on avait eu une masse sèche qui chutait encore, qui continuait à chuter de manière trop importante, ou alors si on avait un angle de phase, on n'en a pas trop parlé dans le webinaire parce qu'il était bon, donc l'angle de phase qui est un indicateur de forme globale qui nous permet de vérifier l'intégrité des membranes cellulaires, est-ce que physiologiquement le corps arrive à encaisser la charge d'entraînement. Si on avait ces paramètres qui continuaient de chuter de semaine en semaine, on pourrait se dire, ça veut dire que notre athlète, elle est en train de se désadapter. Elle rentre en phase de surentraînement, elle se désadapte. Alors, bien sûr, si on voit ça, premier élément, je fais un rétrocontrôle et par exemple, je diminue un peu le volume d'entraînement, je remonte un petit peu les calories. Donc, bien sûr, c'est le premier élément sur lequel je vais me porter. Mais si malgré ça, on continue à perdre de la masse sèche, à avoir un angle de phase qui diminue, ça veut dire que je dois aller chercher ailleurs quel est le levier qui est verrouillé. Et donc, ça veut dire qu'avec mon impédance métrique qui me dit que ces paramètres-là continuent de diminuer, je vais aller chercher, est-ce qu'au niveau de la biologie sanguine, tout est bon?
Est-ce que j'ai mon statut en vitamines et minéraux est optimal? Est-ce que je n'ai pas besoin des marqueurs inflammatoires trop hauts? Est-ce que j'ai un statut en antioxydants qui est bon? On peut même aller vérifier, est-ce que la production de neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline, sérotonine est bon? Donc, est-ce que mes paramètres sanguins sont bons? Est-ce que je dois aller plutôt regarder ça du côté avec une bague de sommeil? Est-ce que mon athlète, il a une bonne nuit, il a une capacité de régénération assez bonne? Ou est-ce que je mets en place un suivi avec le cardiofréquence-mètre, avec la HRV pour avoir un indicateur de est-ce que mon système nerveux récupère bien? Vous voyez, j'ai ce Biodie Expert qui est un outil de détection initiale et qui va me permettre de me dire est-ce que je dois aller chercher dans des registres un peu plus poussés. Et là où quelques diapos en amont, on a vu qu'un athlète pouvait choisir différents outils de mesure à des fins de performance, et ben on va faire une diapo finale qui réajuste un petit peu cette vision. Et donc moi, ce que je voulais vous présenter notamment aujourd'hui, c'est que le Biodie Expert, ce n'est pas une vision pour moi qui est horizontale et où je mets sur le même pied d'égalité tous les outils de mesure de la performance, mais je place l'impédance-métrie et du coup le Biodie Expert. Hein, comme vous l'avez vu, on a quand même des tuiles très graphiques, des capacités d'interprétation de données qui sont très visuelles, mais je le mets au centre de la prise en charge de l'athlète. Donc, je mets l'impédance-métrie et le Biodie Expert au centre de la prise en charge, qui me permet déjà d'avoir un indicateur et pouvoir faire un rétrocontrôle sur mon plan de prise en charge, donc ma préparation physique, mon alimentation et ma complémentation alimentaire. Je peux adapter tout cela et surtout, avec certains paramètres, si j'ai certains paramètres qui chutent, qui évoluent mal, comme la masse sèche, comme l'angle de phase, comme le ratio d'impédance, pour ceux qui le connaissent, et bien alors, avec cet outil de détection initiale, je peux me dire, tiens, j'ai peut-être besoin d'aller chercher plus en détail, d'aller chercher plus loin le pourquoi du comment. Et là, je peux mettre en place une bague de sommeil, des bilans biologiques spécialisés, une analyse de la fréquence cardiaque. Je peux aller plus loin dans ma recherche. Mais en amont de ça, j'ai mon outil diagnostic initial qui est l'impédance mètre. Ce que je vous propose, c'est que d'avant de passer aux questions et aux réponses, je vais laisser un petit peu la parole à Vincent pour lui nous faire un petit peu sa conclusion globale de retour terrain, de retour pratique d'expérience sur l'utilisation du coup de l'impédance mètre dans la prise en charge globale de l'athlète. Ouais, bah, comme ce que tu disais, c'est que ça m'a, comme et ce que je disais tout à l'heure, ça m'a surtout aidé à la prise de décision. C'est-à-dire que ça me donnait ça me permettait tout simplement d'avoir des données supplémentaires pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Parce que des fois, on se focalise que sur un aspect physique. Donc là, je parle vraiment du bodybuilding, c'est très spécifique. Donc ça se fait plus sur l'aspect physique ou sur les charges d'entraînement. Là, on avait en plus l'impédance métrique que je n'avais jamais utilisé. Alors, j'utilise un impédance mètre, mais vraiment qui est très très loin de celui que tu utilises, Thomas. Donc, je n'avais pas autant de données, et puis pas aussi précises. Donc, là, le fait d'avoir ces données-là, bah, ça m'a permis de réadapter en fonction des données et en fonction de ce que je voyais sur le terrain. Donc, d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Donc, c'est vrai que bah, là, par exemple, pour vous donner une idée que vraiment j'adhère à cette méthode-là aujourd'hui, c'est parce que bah là, j'ai une nouvelle athlète aujourd'hui que j'amène en compétition et on va utiliser la même chose, c'est-à-dire on va utiliser l'impédance-métrie, d'accord, plus l'expertise de Thomas pour pouvoir aller encore plus loin dans sa performance. Maintenant, je vois mal préparer quelqu'un sans cet outil-là, sans toutes ces données et cette interprétation des données qui me permet bah, de moins me tromper dans ma prise de décision, d'être plus précis sur la prise de décision. Et donc, voilà, je trouve que c'est ça le plus important, parce qu'on est là surtout pour faire performer l'athlète. Donc voilà. Ouais. Je te remercie un petit peu pour cette conclusion et ce retour global, Vincent. Juste avant de faire les questions-réponses, pour ceux d'entre vous donc, qui peuvent être intéressés sur l'analyse de données en impédance-métrie ou de comprendre qu'est-ce qu'on peut aller chercher, notamment sur ce qu'on a vu aujourd'hui, les bilans spécialisés chez les athlètes, qu'on peut mettre aussi en place chez des non-athlètes, hein, mais quel intérêt d'aller chercher et quels paramètres on peut aller chercher sur les bilans spécialisés, hein, que j'en fais une spécialité dans ma pratique. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail ou le Instagram en début de diapo, mais voilà, si vous avez besoin de discuter pratique, surtout n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Pierre pour voir s'il y a des questions ou des réponses sur lesquelles on peut apporter notre retour.
Alors, merci Thomas et Vincent en tout cas pour tous ces détails. C'était vraiment intéressant, comme tu disais, de dépasser la théorie et d'aller dans la pratique. C'est vrai qu'avec la bioimpédancemétrie, on peut vraiment montrer les conséquences et mesurer tous ces paramètres en fait, qui vont permettre d'optimiser cette prise en charge et aider à prendre les décisions avec vos spécialités respectives. Et bravo en tout cas aussi pour ce parallèle qui a été fait avec les paramètres biologiques et la bioimpédancemétrie par spectroscopie, qui nous apprendra davantage demain, hein, puisqu'on travaille sur de nouveaux biomarqueurs qui permettront d'aller encore plus loin dans des marqueurs, j'ai envie de dire, prédictifs. N'hésitez pas, comme l'a dit Thomas, à revenir vers Thomas si vous avez des questions sur l'accompagnement sportif en impédancemétrie. Il saura vraiment répondre à vos réponses. Ça fait des années qu'il utilise l'impédancemétrie et qu'il a pu constater un certain nombre de réalités sur le terrain sur lesquelles vous posez peut-être des questions. Donc, si vous avez aujourd'hui quelques questions sur le sujet, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question sur l'angle de phase, Thomas. Est-ce que aujourd'hui, l'angle de phase ou l'IR t'a permis, donc tu en as parlé, hein, ça t'a permis, mais est-ce que c'est quelque chose que tu utilises systématiquement dans la prise en charge? Là, ça a été le cas, mais est-ce que tu l'utilises vraiment systématiquement? Oui, je ne me suis pas étalé sur l'angle de phase sur ce webinaire parce qu'il a été bon tout le long. Si c'est un paramètre qui aurait fluctué, je serais allé un petit peu plus dans l'interprétation de données, puis je ne voulais pas alourdir le webinaire. Mais quand j'ouvre les données d'un sportif, à chaque fois, je vais aller regarder l'angle de phase et du coup le ratio d'impédance sur lequel il est lié parce qu'ils sont inversement proportionnels. Mais pour refaire un point, l'angle de phase, pour vulgariser, c'est un indicateur de forme de santé globale de l'athlète. Plus précisément, ça représente l'intégrité de nos membranes cellulaires. Mais ça me permet de voir est-ce qu'un athlète, il arrive à encaisser la charge d'entraînement. Parce que des fois, on peut avoir un athlète qui reste bien hydraté, qui ne bouge pas sur la masse musculaire, mais on peut avoir l'angle de phase qui diminue. Et donc, dans ces cas-là, ça peut arriver. Et souvent, je fais un feedback à l'entraîneur. Je lui dis attention, là, je vois que ça fait trois mesures successives. À chaque fois, l'angle de phase baisse un peu. Donc, ça veut dire que les membranes de nos cellules sont un peu moins fonctionnelles, efficaces. Donc, ça veut dire qu'il accuse un peu le coup sur l'entraînement. Et on arrive du coup derrière à réduire un peu. On voit si c'est l'intensité ou le volume. Ça, c'est l'entraîneur qui décide. Mais je fais ce feedback sur ça, hein. Et notamment, on a parlé tout à l'heure de la HRV, l'étude de la fréquence cardiaque qui nous permet de voir si un athlète a bien récupéré ou pas. C'est un parallèle entre l'impédancemétrie et les mesures HRV, c'est l'angle de phase. L'angle de phase pourrait être vu comme un indicateur de récupération, hein, de l'athlète, hein. Si jour après jour, j'ai un angle de phase qui baisse, ça veut dire que mes membranes de cellules sont moins fonctionnelles, donc mon organisme fonctionne moins bien. Donc en fait, je peux voir l'angle de phase comme un indicateur de récupération. Et pour finir, en répondant simplement à ta question, oui, hein, j'utilise, ça fait partie des données pour moi à regarder à chaque fois quand on ouvre les données d'un athlète. D'accord, merci pour ta réponse. Tu utilises aussi la masse cellulaire? C'est quelque chose qui peut t'amener la masse cellulaire active ou simplement l'angle de phase, ensuite avec les protéines métaboliques ou la masse musculaire? La masse cellulaire active, vu que chez les sportifs, on est très souvent sur des volumes musculaires où ils ont un écart théorique qui est dans le positif. Donc, très souvent, la masse cellulaire active, donc, qui est dépendante aussi donc, de cette quantité de masse musculaire, elle est souvent au-dessus. Donc, pour le sportif qui a, même si des fois, on a des sports d'endurance avec des morphotypes très fermes, on est globalement chez les sportifs des gens qui ont un écart théorique positif sur la masse musculaire. Je préfère aller tout de suite différencier l'eau totale, la masse musculaire, et pour la masse musculaire, aller voir la masse sèche. Je préfère directement aller voir dans les sous-tuiles ou dans les tuiles un peu en dessous parce qu'on peut être un peu faussé chez les sportifs qui aura une masse musculaire plus développée que ce qu'il a besoin et qui peut rarement mettre la masse cellulaire active en déficit. D'accord, ok. Et donc, toujours dans les questions, on me demande si tu as observé dans les différentes périodes d'entraînement, de préparation, des fluctuations sur l'équilibre hydrique. Si c'est quelque chose qui pouvait être suivi ou si au contraire, au vu de l'intensité, la charge d'entraînement, c'est pas un paramètre que tu as utilisé dans ce cas de figure-là. Si, pareil, à chaque fois que j'ouvre une donnée impédance métrique, je regarde
Est-ce qu'il y a eu une variation d'eau totale? Donc, est-ce que ma cuve est plus ou moins remplie? J'essaie de comprendre pourquoi. Je regarde l'hydratation hydrique hors graisse pour voir si mes organes importants restent bien hydratés. Mais tout de suite, je vais aller regarder ce paramètre, hein. Ça va être important pour le suivi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais peut-être demander à Bruno, Elena ou Marlène. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, excuse-moi. Pour aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que c'était un Oui. peu bref comme réponse. Oui. Sur l'équilibre hydrique, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'eau extracellulaire, dont le sang fait partie, donc il y a encore une sous-compartimentation sur le volume extracellulaire, mais un athlète qui va avoir tendance à moins boire, tout de suite, le volume extracellulaire va avoir tendance à diminuer. Par contre, quand on va être sur des phases d'entraînement très importantes, très intenses, là, on va avoir une diminution de l'eau intracellulaire. Ça, c'est témoin d'une déshydratation plus profonde, hein. L'eau extracellulaire, elle va être plus facile à se remplir, hein, notamment avec de l'eau, du sel, pour pouvoir, donc les boissons d'effort, la quantité d'eau bu dans la journée. Mais par contre, quand je commence à perdre de l'eau en intracellulaire, c'est que c'est témoin d'une déshydratation beaucoup plus profonde. Donc, ça veut dire vraiment là que j'ai entre la charge d'entraînement et la nutrition et l'hydratation, c'est le paramètre est perturbé. Donc, en fonction de si je suis en extra ou en intra, je sais la profondeur de déshydratation et sur quoi je dois aller gérer. Mais globalement, je reviens sur les mêmes conseils. Je regarde, est-ce que mon athlète il boit assez d'eau dans la journée? Ça se calcule en fonction de son poids, de son volume d'entraînement. Je regarde, est-ce qu'il est bon au niveau de sa boisson d'effort? Est-ce qu'il en consomme assez, que la boisson d'effort est bien confectionnée, et notamment sur les deux minéraux d'intérêt que sont le sodium, notamment pour la rétention d'eau en extracellulaire, et le potassium pour l'entrée d'eau dans les cellules. D'accord. Et là-dessus, est-ce que justement tu as des conseils en supplémentation que tu donnes à tes athlètes quand c'est déséquilibré? Alors, tu as parlé du sel, mais est-ce qu'il y a des boissons? Est-ce qu'il y a, je sais pas, on parle beaucoup de boissons avec des électrolytes. Est-ce qu'il y a des. Tu as constaté les effets aujourd'hui d'un Oui, rééquilibrage à ce niveau-là? clairement. Je vais vous donner l'exemple. C'était le même athlète que j'ai utilisé dans le cas pratique, le focus sur l'hydratation. On avait un athlète qui avait un déficit sur l'équilibre hydrique hors graisse de 1,5 litre. Du coup, D'accord. il avait un déficit en masse musculaire parce que par manque d'eau, hein, comme on a dit, le muscle, c'est des protéines et de l'eau. Il manquait en masse musculaire, il était en écart théorique négatif par manque d'eau. Et on avait du mal. Petit à petit, on lui a appris à boire plus, hein, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'un athlète qui boit 3 litres par jour, on le fait monter à 5 litres. C'est des athlètes qui s'entraînent 5 heures par jour, hein, mais ce n'est pas du jour au lendemain où on arrive à faire ça. Mais semaine après semaine, mois après mois, on a augmenté. Et surtout, on a essayé d'être plus rigoureux sur la boisson d'effort qui amène donc des glucides et des minéraux, notamment sodium et potassium. C'est la différence entre les électrolytes et une boisson d'effort. Une boisson d'effort, c'est une boisson d'effort glucidique. Elle doit amener de l'eau, du sucre, du sel, du potassium, etc. Alors que des électrolytes ne contiendront pas de glucides. Mais en étant régulier sur le volume d'eau et sur les minéraux, on a pu arriver à réguler ça. Celui qui voudra augmenter une hydratation juste avec de l'eau, ce ne sera pas suffisant, hein. Le corps, c'est comme une cuve. Et pour que cette cuve reste bien pleine, il n'y a pas que la quantité d'eau que je mets dedans qui est important. Il y a aussi mon statut en minéraux qui permettront que l'eau reste dans cette cuve, hein. Et ça, c'est le sodium et le potassium. Donc, avec une boisson d'effort bien confectionnée et un volume d'eau adapté à son poids et son volume d'entraînement, j'ai pas eu de cas d'athlète où on n'arrive pas à retourner, à être bon sur le statut hydrique. Si malgré ça, il y a un statut hydrique qui n'est pas bon, là, ça sort du domaine de la consultation en nutrition performance, ça rentre dans le domaine du médical. Et là, il faut orienter vers un médecin. Si malgré bonne hydratation et une bonne boisson d'effort, le statut hydrique ne remonte pas, c'est qu'il y a un problème pathologique. Et là, ça rentre dans le domaine du médical. D'accord, oui. Écoute, c'est très clair. C'est très intéressant. Si vous avez d'autres questions, je vois qu'il y a, il y a Bruno, Marlène, peut-être. Bon, je n'ai pas plus de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les formaliser. Donc, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, on va mettre le lien sur Instagram, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On mettra l'email également dans le descriptif de Thomas. Donc, vous pourrez le contacter si vous avez besoin de conseils. Merci Vincent pour ta participation également.
Plaisir. Et si tu as quelque chose à ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon on va clôturer ce webinaire. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi. Top, merci à tous les deux et puis à très vite. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.